Bonjour, bienvenue dans notre cours d'algorithme. En guise d'introduction, nous allons d'abord parler du mot algorithme en soi. Le mot algorithme vient du nom du mathématicien Al-Khwarizmi. Retenez que l'orthographe que je donne ici, c'est juste pour transcrire son nom, car normalement c'était un arabe, donc son nom devrait commencer comme ça, Al, etc. Donc, on a latinisé son nom. Et en latinisant son nom, cela est passé de alcoholismi à algorithmie. Algorithmie, ok, en italien et algorithme en français, en anglais, etc. Mais pourquoi l'algorithme prend le nom de ce mathématicien arabe? Certains disent qu'il était perse, d'autres qu'il était indien. On ne sait pas exactement quelle était son origine. Pourquoi le nom algorithme vient de son nom propre? Eh bien, c'est parce que ce mathématicien avait pour mission de rédiger un livre qui devait contenir les principaux problèmes de son époque. Quand on parle de problèmes de son époque, on parle bien sûr de problèmes de mathématiques, particulièrement de problèmes de géométrie. Comme par exemple, si on prend le cas d'un terrain rectangulaire de longueur, on va dire 10 mètres, et de largeur 5 mètres, ou bien, quelle doit être la manière de séparer le terrain en deux parties équitables pour qu'un propriétaire X puisse donner de l'héritage à ses enfants? Rapidement, vous allez pouvoir répondre. Vous allez dire qu'on va séparer le terrain en deux terrains de 5 par 5. Mais savez-vous qu'à cette époque, ce n'était pas aussi évident, ce n'était pas aussi facile de pouvoir trouver la solution. Et le pire, à cette époque, on ne résolvait pas les équations en prenant en compte des variables, comme aujourd'hui pour trouver cette division, on va dire tout simplement, on divise la longueur par 2 et on laisse la largeur. Eh bien, on a demandé à Al-Khwarizmi de proposer des solutions. Mais toutes ces solutions-là étaient des solutions particulières. Et Al-Khwarizmi a eu l'idée de faire un travail encore plus intéressant. Au lieu de proposer des solutions particulières, comme par exemple le cas de notre terrain de 10 mètres et de 5 mètres de largeur, il a introduit des variables. Il a proposé des solutions générales. Et justement, en proposant ces solutions générales, il a proposé des algorithmes de solutions. Donc, au lieu de proposer des solutions particulières, une solution particulière pour chaque problème, il a proposé un algorithme pour un problème général. Et cet algorithme-là, appliqué à tous les problèmes du même type, donnerait exactement la même solution. D'où son travail. Et vous savez, il a écrit dans ce livre-là qu'il a publié avec un nom arabe très long que je ne peux même pas prononcer, il y avait les mots aljabre, il y avait les mots al-kitab, et il y avait le mot aussi aljabre. Ok? Donc tout ça, ce sont des transcriptions, parce que normalement, c'est écrit avec des lettres arabes. Al-kitab veut dire le livre en arabe, et aljabre, ce mot-là est devenu algèbre dans notre langage. Une partie des mathématiques, justement, qui résout les exercices en utilisant des variables. Donc, Al-Khwarizmi alors, algorithme, le mot algorithme vient de son nom et le mot algèbre vient d'un mot de son livre. Et justement, pourquoi faire de l'algorithme? Après qu'Al-Khwarizmi ait tracé le chemin, pourquoi aujourd'hui, nous, bien des siècles après lui, nous devons faire des algorithmes? C'est quoi le but, c'est quoi l'intérêt? Eh bien d'abord, la bonne nouvelle, c'est que nous utilisons déjà les algorithmes. Prenons le cas d'une addition. On va prendre une addition de deux nombres de trois chiffres. Disons, je veux additionner 492 et 327. Normalement, si je vous demande qu'est-ce que ça donne, vous ne savez pas. Parce que vous n'avez jamais étudié une table de 492 ni une table de 327. Cependant, le fait que vous ayez étudié des tables d'addition de 2, de 7, de 9, de 4, de 3, on peut trouver un algorithme pouvant donner le résultat à cette opération. Et l'algorithme que vous avez appris à l'école, c'était quoi? On va dire, on fait 2 plus 7, ça nous donne 9.
Ensuite, on se déplace vers la gauche. On fait 9 plus 2, ça donne 11. On met 1 ici et on met l'autre 1 en retenue. On dit je retiens. Et on fait 1 plus 4 plus 3. Eh bien, ça nous donne 8. Et voilà le résultat, 819. Eh bien là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait? Nous avons appliqué un algorithme. L'algorithme prend en compte des informations en notre mémoire, c'est-à-dire 2 plus 7 égale 9, 9 plus 2 égale 11, 4 plus 3 égale 7, plus 1 égale 8. Ce sont des informations qui sont stockées en mémoire. L'algorithme prend également en compte une façon de poser les chiffres. Lorsque nous avons obtenu 11, nous n'avons pas écrit 11 ici directement, mais nous avons envoyé le 1 ici en retenue. Et tout ça détermine l'algorithme. Maintenant, ce qui est intéressant, déjà, on peut considérer ce schéma. C'est que nous avons une entrée. L'entrée, ce sont les informations que nous avons. Nous avons 492, nous avons 327 et nous avons une addition, ce sont des entrées. Et nous avons une sortie. La sortie, c'est le résultat, 819. Donc, pour tout algorithme, tous les algorithmes que nous allons considérer, il y aura une entrée et une sortie. Ou bien on peut avoir plusieurs entrées. On dit entrée en général, donc il peut y avoir plusieurs informations à l'entrée et plusieurs informations à la sortie. On va considérer l'entrée et la sortie. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Entre les deux, il y a deux blocs. C'est la mémoire et le traitement. Mémoire, traitement. Comme dans le cas de l'addition, nous avons fait appel à notre mémoire. 2 plus 7 égale 9, c'est une information qui était stockée en mémoire. Et le traitement, c'est-à-dire la manière de procéder, la manière de faire les calculs. C'est-à-dire on s'est déplacé de la gauche. Okay? Donc, il y a une interaction double entre ces deux-là. Et voilà, il y a des flèches qui vont dans ce sens. Ce qu'on peut résumer simplement comme l'entrée, le bloc traitement et mémoire, et puis le bloc sortie. Donc, avec ça, on va considérer ce schéma simplifié. Ceci étant dit, nous avons vu que nous savons déjà faire des algorithmes. Le cas, c'est l'algorithme de l'addition. Nous voyons que pour un algorithme, nous avons une entrée, une sortie et un bloc traitement et mémoire. Maintenant, nous allons voir pourquoi ça nous intéresse, encore une fois, puisque nous savons déjà faire des algorithmes, pourquoi ça nous intéresse de vouloir en faire davantage. Et bien justement, l'intérêt c'est quoi? Puisque nous savons déjà comment faire une addition, on pourrait se demander comment créer une machine pouvant faire des additions pour nous. Parce que ce qu'il y a entre l'humain, ce qu'il y a de différent entre l'humain et la machine, c'est que l'humain est intelligent, mais la machine est programmable. L'humain est intelligent, l'humain apprend. On pourrait dire que l'humain est programmé aussi. Mais la machine elle-même, elle bat l'humain à un certain niveau. C'est au niveau de la vitesse. Donc, le temps que nous prenons pour faire l'addition de deux nombres de trois chiffres, eh bien, avec une machine, ce sera un temps vraiment, vraiment réduit, vraiment considérablement. On aura un vrai gain économique en termes de temps. Eh bien, pourquoi ne pas programmer les machines à faire des additions? Une machine pour faire des additions, on pourrait appeler ça un additionneur. Bon, plus récemment, plus spécifiquement, nous utilisons des calculatrices qui font des additions, des multiplications, etc. Ces calculatrices-là, ce sont des machines qui ont été programmées. Maintenant, nous allons voir comment on peut procéder pour programmer des machines. D'abord, pour programmer une machine, il faut comprendre le langage de la machine. Or, la machine ne comprend qu'un seul langage. C'est ce qu'on appelle le langage binaire. Le langage binaire est composé de quoi? De deux symboles, 0 et 1. Binaire, deux éléments seulement. Donc, on prend le cas de la machine que nous avons là, symbolisé par un laptop.
Mais une calculatrice, c'est bien une machine. Et on peut avoir un microprocesseur, un microcontrôleur, des cartes à programmer, tout ça. Ok, donc la machine ne comprend que le langage binaire composé de 0 et de 1. Mais pour l'humain, c'est difficile d'apprendre de tels langages. Déjà, chaque nombre, chaque lettre, chaque symbole, chaque caractère sera un ensemble de 0 et de 1. Or, l'humain comprend quel langage? L'humain comprend le langage humain. L'humain peut dire hola pour saluer. Il peut dire hello. Il peut dire allô, allô, etc. Donc, le langage humain n'est pas statique. Le langage humain est dynamique. Si je vous rencontre, je vous dis allô, ça va? Ou bien je vous dis bonjour, ou bien je vous dis et hello, ou bien je vous dis hola, hola, eh bien tout ça, vous allez considérer que je vous ai salué. Alors que pour la machine, il faut qu'il y ait plus de rigueur. Donc, vous pouvez savoir que quelqu'un vous salue sans pour autant savoir comment la personne vous a salué, ou bien sans pour autant vous souvenir de comment la personne vous a salué. Or, pour la machine, il faut la précision, il faut la rigueur. Eh bien, l'humain, en principe, ne peut pas directement communiquer avec la machine. C'est impossible. Il n'y a pas de lien. Eh bien, pour établir ce lien, l'humain va utiliser un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, c'est ce qu'on appelle un langage intermédiaire, le langage de programmation. Et le langage de programmation est caractérisé par quoi? C'est d'abord la rigueur. La rigueur de la syntaxe. Le langage de programmation est rigoureux, est structuré. Le langage de programmation, l'humain peut le comprendre, l'humain peut l'apprendre. Par exemple, l'humain peut dire montre-moi quelque chose, laisse-moi voir, fais voir, etc. Donc il y a différentes manières de demander à voir quelque chose. Pour le langage de programmation, il y aura peut-être une ou deux façons, mais pas 10, pas une infinité. Et à ce moment-là, l'humain peut apprendre ces deux façons. Pour le langage de programmation, peut-être que vous en avez entendu déjà parler. On peut citer beaucoup d'exemples. Il y a C par exemple, le langage C. Il y a PHP. Il y a Java. Il y a plein d'autres. COBOL, Pascal, etc. Ok, il y en a des centaines et des centaines. Donc l'humain va choisir d'apprendre des langages de programmation. Pas tous quand même. C'est l'humain qui apprend le langage de programmation peut créer son programme, peut déjà créer son programme parce qu'il est possible d'apprendre le langage de programmation. Mais après avoir écrit le programme en langage de programmation, la machine, n'oubliez pas, ne comprend qu'un seul langage. Son langage à lui, c'est-à-dire le langage binaire. La machine ne peut pas comprendre le langage de programmation. À ce moment-là, on devra utiliser un intermédiaire pour traduire le langage de programmation en langage binaire. Donc, cet intermédiaire-là, on va l'appeler un traducteur. En général, il y a deux cas. Il y a des traducteurs qui sont des compilateurs et il y a d'autres qui sont des interpréteurs. D'où les langages de programmation sont classés en deux grandes catégories, les langages compilés et les langages interprétés. On va voir la différence un peu plus tard. Donc, l'humain traduit sa pensée, traduit ce qu'il veut faire en langage de programmation. Le langage de programmation est le programme écrit en langage de programmation est passé à travers un compilateur ou un interpréteur, dépendamment du langage. Et
le compilateur ou l'interpréteur traduit le programme en code binaire ou langage binaire, et à ce moment-là, la machine peut exécuter le code. Si j'essaie de récapituler toute cette partie-là, on va dire que l'humain veut dire bonjour. Ça, c'est le langage humain. Bonjour. Maintenant, si on utilise un langage comme le C, ça c'est humain, le langage C, eh bien, pour dire quelque chose, eh bien, il faut entrer le code printf, parenthèse, guillemets, ce qu'on veut dire, guillemets, parenthèse, point virgule. À ce moment-là, ça c'est le code en langage C, le langage de programmation utilisé. Maintenant, le langage C étant un langage compilé, on va faire passer le code dans un compilateur qui va traduire le code en langage machine des suites de 0 et de 1. Je ne sais comment on dit bonjour avec les binaires, avec les nombres binaires. Bon, bref. Donc, ceci étant dit, il est maintenant possible de communiquer avec la machine. Il suffit d'apprendre un langage de programmation. Mais est-ce vraiment tout, apprendre un langage de programmation? Mais non. Parce que vous savez, de l'apprentissage d'une langue, par exemple, apprendre le vocabulaire ne suffit pas pour pouvoir communiquer avec un interlocuteur de la langue. Il faut apprendre la grammaire. Eh bien, la grammaire des langages de programmation, ça varie d'un langage à un autre, mais il y a un principe de base. Et ce principe de base, c'est ce qu'on pourrait appeler la pensée informatique. Vulgairement, on pourrait dire comment la machine pense. Mais on sait que la machine ne pense pas. Mais la machine fait des traitements. La machine a une mémoire. Eh bien, on va dire, c'est comment la machine utilise sa mémoire, comment la machine procède pour faire ses traitements. Et comprendre ces principes, comprendre cette manière de procéder, comprendre le processus, les principes généraux qui établissent comment la machine traite ces données, eh bien, c'est comprendre la pensée informatique. Et pouvoir l'appliquer dans le cas des programmes, pouvoir et s'adapter à cette pensée pour pouvoir écrire quelque chose de compréhensible par une machine, c'est faire de l'algorithme. Et bien voilà, c'est ainsi qu'on fait de l'algorithme. Eh bien, pour faire de l'algorithme, il faut prendre en compte des notions de base que nous allons voir dans une autre vidéo et à partir de ces notions-là, créer des combinaisons qui sont les unes plus complexes que les autres et la machine pourra les exécuter. Avant de conclure cette vidéo, nous faisons la différence entre langage compilé et langage interprété. On dit qu'un langage est compilé si pour être exécuté, il doit passer par un compilateur. Que fait le compilateur? Le compilateur prend le programme qui est écrit en langage de programmation, il le traduit en un fichier qui contient du binaire, 0, 1, etc. La traduction étant faite, on peut utiliser le fichier final pour avoir le programme. Tandis que dans le langage compilé, dans le langage interprété, le programme qui est écrit en langage de programmation passe par un interpréteur, on dit aussi interpréteur de commande, okay, mais tout simplement on peut dire interpréteur. Et que fait l'interpréteur? L'interpréteur traduit le programme en langage de programmation en code binaire. Alors vous allez dire que c'est la même chose. Non, la différence entre les deux, c'est que ce code binaire, cette traduction se fait ligne par ligne. Donc, il n'y a pas un fichier qui est créé qui contient tout le code binaire, mais chaque ligne lue est convertie en code binaire. Et ça se fait directement à partir du fichier qui contient
le programme en langage de programmation. Ce qui veut dire, pour exécuter un programme écrit dans un langage interprété, il faut le fichier qui contient le code, ce qu'on appelle le fichier code source. OK? Alors que pour utiliser un programme qui est écrit en langage compilé, il suffit d'avoir le fichier final qui est l'exécutable. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous n'avez pas les codes. Vous ne savez pas comment on a créé le ballon, comment on a créé les joueurs, etc. Vous avez seulement l'exécutable. Donc, ceci vous dit déjà que ce programme a été fait. Alors, je prends l'exemple d'un jeu vidéo de football. Ce programme a été fait à partir d'un langage ou des langages compilés. Mais si vous avez un programme et que pour l'exécuter, il vous faut le fichier contenant les codes, c'est-à-dire le fichier où le programmeur a passé ses codes, et bien à ce moment-là, vous saurez qu'il s'agit d'un langage interprété. Comme exemple de langage interprété très populaire, il y a le Python. C'est un langage qu'on va apprendre dans le cadre du cours. Et comme langage compilé très populaire, très ancien aussi, très basique, il y a le C, un autre langage qu'on va apprendre dans le cadre du cours. Eh bien, arrivé à ce moment-là, je crois qu'on peut se dire merci. Et pour les prochaines vidéos, nous allons voir comment utiliser la pensée informatique pour pouvoir créer des programmes. Des programmes qui sont performants, qui utilisent l'espace mémoire de manière optimale et aussi le temps. Donc, c'est tout. Je vous dis merci.